Vous écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue sur Radio Ma'arif, c'est un nouveau podcast Histoire. On est à Rabat, au Conseil économique, social et environnemental, chez Monsieur Lahsen Oulhaj, professeur d'économie et de philosophie, qui a déjà fait des super podcasts, en particulier sur les philosophes pré-islamiques. Et merci de revenir. Merci à vous. C'est magnifique de nous recevoir chez vous et de nous éclairer sur notre passé. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sur lequel je ne sais rien. Alors, c'est pas la première fois, mais celui-là, il est quand même sérieusement obscur. On va parler du passage en Afrique du Nord des Vandales. Absolument. Il s'agit de parler du royaume vandale d'Afrique du Nord, autour de Carthage. C'est un royaume qui a existé de 439 à 534, durant un siècle. Alors, évidemment, avant de parler du royaume vandale, il faut parler de la situation en Afrique du Nord avant les Vandales. Ensuite, il faudra parler des causes de l'invasion vandale. Et des causes du départ aussi. Oui. Et puis les conséquences de cette invasion et de cette domination vandale, les causes de l'effondrement du royaume vandale, et puis qu'est-ce qu'il y a eu après, c'est le cinquième axe, c'est-à-dire la situation après les Vandales. Alors on va commencer par le premier. Donc à quoi ressemblait l'Afrique du Nord à ce moment-là? Alors l'Afrique du Nord était sous domination romaine depuis le tournant de l'ère chrétienne, si vous voulez. Pour le Maroc, c'était vers 46 comme ça qu'ils se sont installés en Afrique du Nord. Mais la domination romaine, elle visait d'abord le Carthage. Donc la Tunisie actuelle, quoi. Voilà. Et donc le conflit entre Rome et Carthage a coûté plusieurs guerres puniques. Et la troisième et dernière guerre punique entre Rome et Carthage. Alors, Carthage, c'est une ville qui a été fondée au 8e siècle avant Jésus-Christ par une petite communauté venue de Tyr, du Liban actuel. Phénicienne. C'est un terme qui pose problème. D'accord. Mais Carthage pose problème parce que quand on va en Tunisie actuellement, les Tunisiens se présentent, en tout cas utilisent Hannibal comme figure nationale, Carthage comme héritage national. C'est comme ça qu'ils ont construit leur histoire. Et en même temps, quand on regarde, parce que je me suis intéressé un peu aux guerres puniques entre Hannibal et Scipion, c'est ça, on n'a pas l'impression qu'on a affaire à des Maghrébins, quoi. Je le dis comme la représentation qu'on a aujourd'hui, alors c'est souvent occidental, on a l'impression que c'est une guerre civile romaine, quoi. Je ne sais pas dans quelle mesure ma tête est bien câblée ou pas. Non, il y avait deux puissances méditerranéennes à l'époque. Il y avait Rome d'un côté et il y avait Carthage de l'autre. Carthage a été fondée par cette petite communauté, on parle d'une reine Didon, etc. Mais on est au milieu berbère. Donc il y avait Rome, surtout en Tunisie, en Algérie, surtout. Je parle de la Tunisie actuelle et de l'Algérie actuelle. Bien sûr. Et au Maroc, la domination, c'est le nord du Maroc, oui, qui correspondait à la Mauritanie tingitane. Oui. Cette Mauritanie tingitane était une province assez autonome, mais en même temps qui dépendait de Rome. Donc actuellement, avec les mots d'aujourd'hui, ça serait le nord du Maroc jusqu'à Rabat à peu près, jusqu'à Rabat, jusqu'à Chella. C'est ça. Jusqu'à Chella, c'est ça, et ça va jusqu'à Moulouia, c'est ça la Mauritanie tingitane, qui est conçue par les historiens comme une province parmi les provinces lointaines, assez autonome parce qu'elle est loin. Parce qu'en fait, l'impact de Rome, c'était sur Carthage, qui était la plus grande puissance à l'époque, et donc tout l'est de l'Algérie actuelle, qui faisait partie en fait de la Tunisie.
D'accord. Alors, il y a quelque chose de très important, c'est que au début du 1er siècle, il y avait l'avènement du christianisme Oui. comme secte juive, dans la mesure où Jésus-Christ était un juif, un rabbin juif. Alors, il a mis 3 siècles et quelques pour se dégager vraiment ce qu'on appelle le catholicisme. Le catholicisme, ça veut dire le christianisme universel. Alors, il y avait conflit entre 2 doctrines. La doctrine trinitaire, De Saint-Augustin. qui va être adoptée par Saint Augustin au 5e siècle. Oui, oui. Nous parlons du 4e siècle, D'accord. au début du 4e siècle. Alors le christianisme, c'était surtout autour d'Alexandrie. Le christianisme est né comme doctrine, comme hérésie dans le judaïsme. Et très vite, l'apôtre de Jésus-Christ, Marc est un Libyen. Et il était parmi les compagnons de Jésus-Christ. Les 12. Ils sont 12, non? Les 12 apôtres. Et Marc s'est installé à Alexandrie. Et donc le christianisme est venu très rapidement dans un milieu helléniste, dominé par la Grèce depuis le 4e siècle avant Jésus-Christ. Parce que là, au 4e siècle avant Jésus-Christ, il y avait Alexandre le Grand qui avait conquis, entre autres, l'Égypte et qui avait fondé Alexandrie. Bien sûr. Et donc le centre culturel le plus important en Méditerranée à l'époque, et qui était de civilisation helléniste, grecque, c'était Alexandrie. Et juste un petit mot, pour situer un peu la timeline, parce que je viens de lire ça quelque part. La distance donc, de cette civilisation, on est au temps de Cléopâtre. Oui. Cléopâtre est plus proche de nous que des pyramides. En termes de temps. C'est-à-dire que on est dans une Égypte qui est gouvernée par une famille un peu grecque et qui est très 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 loin des pharaons, Ramsès et compagnie. Absolument. Voilà. Donc c'est juste parce que moi je m'avais l'impression de mettre tout dans le même sac, c'est-à-dire Cléopâtre, Ramsès, la pyramide, le Sphinx. En fait, c'est très loin. Au début du IVe siècle, il y avait donc 2 doctrines dans le cadre du christianisme. Et l'évêque, au début du IVe siècle, il s'appelait Alexandre d'Alexandrie. C'était l'évêque. Alors, il y avait un prêtre berbère venu de Libye, né en Libye, en Cyrénaïque, qui s'appelait Arius. Oui. Arius avait développé une doctrine chrétienne qui n'admettait pas l'égalité entre Jésus-Christ et Dieu. Alors, en 325, il y a eu le concile de Nicée, en Turquie actuelle, en Anatolie, et ce concile a pris le parti d'Athanase et de l'évêque Alexandre. Donc elle déboute Arius. Absolument. Ça a été condamné et ses livres ont été brûlés. Et donc, officiellement, le christianisme s'est rangé du côté de la Trinité, de la doctrine trinitaire qui va être développée par saint Augustin un siècle après. C'est-à-dire qu'Arius et saint Augustin, c'est pas des contemporains. Il y en a un qui vient après. Non. On est... Non, mais c'est important d'insister sur cette trinité parce que dans la bouche des musulmans qui sont en choc avec les catholiques pendant tout le XIIIe, XIVe, XVe siècle, etc., par rapport à la judéité, ce sont des... Comme on dit, c'est-à-dire dans la bouche des juifs et des musulmans, cette trinité est un signe de polythéisme. Absolument. Voilà, donc c'est à ce moment-là qu'elle se décide. Alors, il faut dire aussi que Rome a commencé autour de Rome. Mais au IVe siècle, Constantin Ier avait déplacé la capitale vers Constantinople. Byzance. Voilà. Et il s'est installé à Constantinople. D'ailleurs, même Rome a été déplacée à Ravenne et pas à Rome. Et donc, il y avait 2 têtes dans l'Empire romain. D'Orient, il y avait un empire d'Occident. Et c'est l'Empire d'Occident qui a envahi l'Afrique du Nord, qui a fait les guerres puniques et qui a occupé l'Afrique du Nord jusqu'au 5e siècle. Et au 5e siècle, il y a eu effondrement de Rome, de l'Empire d'Occident. Il ne va plus rester que l'Empire d'Orient. Jusqu'en 1453 et la victoire de Mohammed Al-Fatih. Alors, donc on est dans un empire romain avec 2 têtes,
Rome, dont dépendait l'Afrique du Nord, et là-bas, à Constantinople, où il y avait l'Empire d'Orient. Et on va voir, c'est sous l'occupation vandale qu'il va y avoir effondrement de l'Occident, de l'Empire d'Occident, et il va y avoir reconquête de l'Afrique du Nord par l'Empire d'Orient. Et c'est ça qui va justement causer l'une des causes de l'effondrement du royaume vandal. D'accord. Donc voilà un peu situation politique. Un peu la situation. D'un autre côté, il faut dire que l'Empire d'Occident, même l'Empire romain d'Occident, a été très affaibli par les invasions germaniques. Alors, au IVe siècle, il y a eu un peuple chinois au nord de la Chine qui s'appelle les Huns, qui ont envahi l'Europe. Évidemment, l'est de l'Europe, vers la mer Caspienne, etc. Mais c'est Attila, ça? Avec Attila comme roi, et justement la mort d'Attila va annoncer la fin des Huns. C'est des Asiatiques? C'est des Chinois. Parce qu'aujourd'hui, Attila, c'est la star de la Hongrie, là, non? Oui, oui. C'est-à-dire qu'il est présenté comme hongre, comme absolument, un blond. Absolument, oui, oui. Ceci d'un côté, il y a les Huns, donc venus de Chine, du nord de la Chine actuelle. Et puis il y a les peuples germaniques qui sont au nord. L'Allemagne est au-delà. Et puis toute la Baltique. Et eux aussi se sont déplacés. Alors ils ont été poussés par les Huns, et ces germaniques qui s'appelaient les Goths, le Gothien, Jotia et Jotien. Alors ils se sont divisés en deux, hein, les Goths d'Est, Ostrogoths, et les Goths d'Occident qui s'appelaient les Wisigoths. Alors les Wisigoths sont venus vers la Gaule d'abord. Ils ont créé un royaume autour de Toulouse. Et puis, poussés par les Francs et par les gens qui sont au nord, ils sont allés vers l'Espagne. Donc, on est au début du 5e siècle avec les Wisigoths à Tolède. Oui. C'est leur capitale. Et on a ici, c'est une province romaine d'Occident, oui, de l'Empire d'Occident. Alors, nous avons parlé de l'arianisme. Arius n'est pas mort, même s'il a été condamné et que ses livres ont été brûlés et que les Romains sont devenus trinitaires, mais les Germaniques, eux, ont adopté la religion d'Arius, l'arianisme. Enfin, c'est un peu les peuples qui s'opposent au centre. C'est un choix politique aussi, quand même. Ben oui, c'est une manière de s'opposer. Ouais, tu choisis la doctrine opposée à ton ennemi, en fait. Voilà, c'est un peu comme le kharidjisme qui a été adopté en Afrique du Nord dans le premier islam pour s'opposer au centre. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est exactement ça. Les germaniques, eux, avaient comme religion l'arianisme et non pas la doctrine catholique. Voilà. Quand vous dites que la Mauritanie est un gitane, était donc le Maroc actuel, le nord du Maroc actuel, disons de Rabat au nord, donc avec ce qu'on a encore, donc j'imagine l'Ixus, Banassa, Volubilis, etc., Tanger. Ça veut dire concrètement qu'il y avait une administration romaine, des troupes, des routes, je sais pas. C'est assez lointain parce que la domination de Rome est loin et qu'elle s'occupait. Voilà. Oui, elle s'occupait surtout de la Tunisie et de l'Algérie actuelle. C'est un peu la périphérie, quoi. Absolument, c'était une province périphérique et donc assez autonome. D'accord. Donc les Vandales, qui sont un peuple germanique. Alors qui sont les Vandales? Les Vandales, il faut les présenter là. Les Vandales, parce qu'aujourd'hui ils ont une sale réputation. Alors les Vandales, c'est un peuple germanique, comme les Wisigoths et les Ostrogoths. Ils seraient venus du nord de l'Europe, mais ils se sont installés en Europe centrale. Et donc ils ont suivi les Wisigoths. Les Goths d'Occident, ils les ont suivis vers l'Occident. Donc c'est un peuple cousin. Alors, ce qui nous intéresse, c'est les Vandales qui ont envahi l'Afrique du Nord. Ces Vandales sont venus avec le roi qui est né en Hongrie actuelle. Donc c'est des Hongrois, des Germaniques hongrois. C'est des Blonds, enfin c'est des Européens, c'est des Blonds. Oui, c'est un peuple germanique, hongrois pour nous, pour ceux qui nous concernent, pour les Vandales. Alors les Vandales ont traversé le détroit de Gibraltar en 429.
Donc poussé par le royaume wisigoth, par les Wisigoths qui occupent la péninsule ibérique et dont la capitale était Tolède. Ils traversent 80 000, c'est immense pour les... 80 000, mais avec c'est des familles, c'est des soldats, c'est une armée. Quelles sont leurs intentions? C'est une migration? C'est toute une population. Une horde. Absolument, c'est toute une population qui envahit, qui va laisser des traces sur son chemin. Comme quoi, par exemple? Je vous ai dit, par exemple, des traces certainement génétiques, puisqu'il va y avoir des mariages avec les populations berbères, etc. Et ça va donner des gens qui sont blancs, des germaniques, parmi nous. D'accord, donc ils arrivent dans le nord du Maroc et ils cherchent l'espace, en fait. Ils poussent jusqu'à Carthage, attirés par Carthage, grande puissance, 80 000, etc. quoi. Oui, 80 000. Et ils vont fonder un royaume, le royaume vandale, qui va s'établir 10 ans après, en 439. Dans quel endroit? L'endroit s'appelle Byzacène, mais c'est autour de Carthage. C'est la capitale, c'est Carthage. Mais ce que je voudrais bien comprendre, c'est qu'il y a quand même une puissance en place. Comment ils s'articulent, quoi? Alors j'ai parlé de l'affaiblissement de l'Empire romain à cause de ces invasions germaniques. Les Huns, les autres. Voilà, à cause de ces invasions germaniques et des germaniques qui ont encerclé Rome bien avant l'invasion des Vandales. Alors les Vandales, ils ont été poussés par les Wisigoths, mais aussi ils ont été attirés par les richesses de l'Afrique du Nord. Bien sûr. Parce que l'Afrique du Nord, c'était le grenier de l'Empire romain. Et donc, pour le blé, l'huile d'olive, c'était la source principale. Le bétail aussi, les boutons, ça. La source principale, c'était l'Afrique du Nord. Donc, ils ont été attirés, comme un peu les Omeyyades. Pour eux, ils allaient vers le paradis, vers l'Afrique du Nord. C'était conçu comme un paradis. Et nous venons d'apprendre par l'archéologie qu'il y avait une activité agricole assez puissante au Maroc, à Al-Khmisset, 3000 ans avant Jésus-Christ. Et ça bouleverse complètement la connaissance que nous avons du passé. Oui, ça change beaucoup. Je mets ça en parallèle avec un podcast qu'on a réalisé avec le professeur Bouzouguer, où cette évidence d'un Maroc nomade depuis la nuit des temps est en train d'être un petit peu attaquée par l'archéologie et le côté sédentaire, en particulier sur la grotte de Tsafourel. Oui, il faut préciser que les fouilles archéologiques ont été faites par la France et la France ne s'est installée au Maroc qu'au XXe siècle, qu'elle n'a pas eu le temps vraiment de faire de l'archéologie. Et que l'essentiel des recherches, des fouilles, ont été faites en Tunisie et en Algérie. Ce qui fait qu'on a découvert des sites romains très importants, etc. Alors qu'on ne connaît rien sur le Maroc. On a découvert Volubilis en 1926. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a d'ailleurs un musée archéologique qui se construit à Rabat. Alors revenons à nos Vandales, ils arrivent et ils tombent sur un empire romain un peu affaibli, absolument, pas en grande forme. Absolument. Donc qui ne résiste pas à l'arrivée de ces 80 000 Vandales, quoi. Plus que cela, c'est un révolté, un général rebelle romain qui s'appelait Boniface. D'accord. C'est un peu comme le nom du commissaire de Casablanca. Oui, c'est ça. Il s'appelait Boniface. Ce général, on dit qu'il avait appelé les Vandales pour envahir l'Afrique du Nord. Une sorte de traître, quoi. C'est ça, enfin quelqu'un qui ne voulait pas du pouvoir central de Rome. Ouais. Et donc pour lui, il les appelle, on le dit, certains historiens parlent de cela. D'accord. Donc ils installent leur royaume en 439. Et ils ont un roi, ces gens-là? Alors ils ont un roi qui est né en Hongrie, qui s'appelle Genseric. Genseric, qui va régner pendant une 50aine d'années. D'accord. C'est vraiment le royaume vandale, c'est un siècle, 439 à 533-34. Et celui qui a amené les Vandales de la péninsule ibérique, il s'appelait Genseric et c'était le roi. Leur leader, quoi. Absolument. Alors Genseric a remplacé un roi avant l'invasion qui s'appelait Gondéric et il va régner de 439 à 477. D'accord. Et à 477, le successeur, ce sera Hunéric.
mais le royaume vandale était déjà en déclin. Donc la domination vandale est presque synonyme de Genseric. D'accord. Donc ce Genseric avec son équipe, avec sa horde, ou je ne sais pas comment l'appeler, oui. Au niveau du Maroc, puisqu'il s'installe, donc, pour prendre les mots actuels, plutôt vers la Tunisie. Absolument. Il traverse le nord. Oui. Il traverse le nord et il s'installe là-bas. Il profite donc de l'affaiblissement de Rome pour installer son équipe. Son royaume. Qui s'oppose sur le plan politique à Rome. Bien sûr. Et sur le plan religieux. Parce qu'il est arianiste. Ah oui, alors que Rome a basculé du côté trinitaire. Alors que Rome, depuis le IVe siècle, est plutôt trinitaire. Et donc il y avait un conflit religieux, et c'est le même conflit avec les populations berbères qui étaient devenues catholiques sous l'influence de Saint Augustin, etc. Saint Augustin est mort en 430. D'accord. Et l'invasion a eu lieu en 429. C'est pratiquement la même période. Mais Saint Augustin a laissé un catholicisme comme un christianisme, mais pour les populations des villes. Bien sûr, Saint Augustin était évêque, c'est ça? Il était évêque de quelle ville? De Hippone, qui s'appelle aujourd'hui Annaba. D'accord. Elle s'appelait Bonne sous l'occupation française. Annaba, c'est plus ou moins la frontière Tunisie-Algérie. Oui. C'est ça. Donc, comment on pourrait qualifier ce royaume? Qu'est-ce qui le caractérise? Cet, entre guillemets, schisme religieux, autre type de population, en opposition politique avec tout son environnement. C'est quoi? C'est comme une enclave, on a l'impression. Alors là, justement, il y a eu des révoltes entre des Berbères contre le royaume vandale pour ces raisons religieuses, mais pas seulement, pour des raisons également fiscales. Voilà. Parce qu'ils prélevaient des impôts, tout État prélève des impôts, et c'est ça qu'ils sont conçus. Absolument. Et c'est ça qui a énervé tout le monde. Et plus d'ailleurs, Ibn Khaldoun a bien expliqué cela, ce qui explique l'effondrement des dynasties, c'est un peu ça, parce que dans un premier temps, la dynastie, c'est ça qu'on appelle le cycle khaldounien. Ouais. La dynastie se forme avec cette solidarité, cet esprit de clan, etc. Et puis, c'est des Bédouins qui n'ont pas un mode de consommation assez important. Et puis, ils s'installent avec la création de l'État. Et ils s'embourgeoisent. Et il faut des dépenses. Et pour dépenser, il faut des recettes. Et donc, prélever des impôts. Et donc, ça crée des problèmes, des révoltes. Et c'est ça qui amène à... Alors, il y avait ce problème fiscal, même s'il prélevait des impôts au début qui étaient inférieurs à ceux de Rome. D'accord. Oui, au début, on baisse les impôts. Voilà. Au début, on baisse les impôts, et ensuite, absolument. avec les besoins. Oui, Et puis, il y a ce problème religieux, et puis, il doit y avoir aussi... Donc, il y a des chocs, finalement, entre absolument. La population... Il y avait des chocs, il y avait des révoltes, et il serait utile de parler d'une révolte importante conduite par Antalas. Antalas était un rebelle berbère qui est né en 499, vraiment à la fin. À la fin, oui. Donc Antalas, c'est le leader amazir contre le royaume vandale. Donc il y a des batailles, des choses comme ça. Absolument. Et il y a eu des guerres dans la région de Carthage d'aujourd'hui. D'accord. Qui raconte ça aujourd'hui? Quelles sont vos sources? Enfin, quelle est la source principale pour cette histoire-là? Enfin, il y a plusieurs sources. Il y a ce livre qui est l'une de mes grandes sources. Yves Modérand, Les morts et l'Afrique romaine, 4e, 6e siècle. Voilà. Ça fait, pour information, 800 pages. Voilà. Mais même s'il y avait des révoltes, il y avait des alliances aussi. Alors les Berbères se sont alliés aux Vandales pour faire le sac de Rome. Ils ont saqué Rome, ils ont ravagé, et c'est ça qui a créé le terme vandalisme. C'est à cause de ce qu'ils ont fait à Rome. On a la date? Alors, on est au début du 5e siècle. Donc, qu'on soit bien clair, partant de la côte sud de la Méditerranée, une expédition vandalo-berbère a attaqué Rome. Absolument. Ils ont fait le sac de Rome. En bateau.
Certainement, c'est des barques à l'époque pour se déplacer. Et ruine Rome. Ouais. Ah oui, ils ont ravagé, ils ont commis des massacres et le terme vandalisme vient de là. Absolument, c'est ce qu'ils ont fait à Rome. C'est une brutalité, une violence injustifiée. Et là, c'est ce qui va amener à l'effondrement de Rome. Et donc de l'Empire d'Occident romain. L'Empire d'Occident de Rome. Et dans cette expédition vandale, nos cousins d'Afrique du Nord participent. C'est-à-dire qu'on est un petit peu vandale aussi, quoi. Je parle du vocabulaire, pas de la peuplade. Oui, c'est lorsqu'on commet des atrocités non justifiées, on s'attaque aux civils, aux femmes, aux enfants. C'est ça qu'on appelle le vandalisme. C'est un peu le vandalisme de ces jeunes qui déchirent des sièges des trains, etc. Ou qui... Oui, aujourd'hui, le vandalisme, c'est un peu le hooligan, quoi, pour aller vite. Voilà. C'est une force destructrice. Et trouver du plaisir à détruire pour la destruction. Mais bon, c'est en général, dans la terminologie actuelle, le vandalisme, il se dirige vers les biens. C'est-à-dire le mobilier urbain, le machin. Voilà. C'est pas le massacre total. Ça reste du vandalisme. Voilà, donc à partir de 533, l'empereur romain d'Orient, il s'appelait Justinien, il va envoyer un général qui s'appelait Bélicère, à partir de 533, pour reconquérir l'Afrique du Nord, qui va devenir romaine d'Orient, au lieu de romaine d'Occident. On appelle ça byzantine, l'Afrique du Nord byzantine. Le terme byzantin a été créé au 19e siècle. C'est pas quelque chose de très ancien. D'accord. Ça vient du nom de Constantinople, qui s'appelait Byzance. D'accord. Et par la suite, on va appeler tous les Romains d'Orient, on va les appeler les Byzantins, mais le Coran ne les appelle pas les Byzantins. Rome. Il les appelle Rome. Exactement. Parce que c'est comme ça qu'ils s'appelaient. Romi. Rolibati Rome, Surat Rolibati Rome, Surat Rome. Dans et le donc Coran. En fait, c'est eux que les Omeyyades vont affronter. Absolument. D'accord. C'est-à-dire qu'au vu d'Orient, les Romains sont les Romains d'Orient, bien sûr. Absolument. Dans la capitale est Constantinople. Voilà. Et la prise de Constantinople par les Ottomans bien plus tard en 1453 est considérée comme la fin de l'empire, est considérée comme la victoire contre les Romains, quoi. Absolument. C'était la victoire contre les Romains. Et l'Empire romain va continuer un peu en Europe, en Italie, etc. Et c'est pour cette raison qu'on a parlé de renaissance, c'est-à-dire que toute cette civilisation gréco-romaine va renaître en Italie, à Florence, et pour toute l'Europe. Alors revenons à cette conquête déclenchée contre les Vandales. Les Vandales donc s'inclinent face à ce général Bélicère. Ouais, Bélicère. Mais ils étaient déjà affaiblis. Ouais. Ils ont perdu le roi depuis 477, le grand roi, Genseric, et donc certainement remplacé par quelqu'un qui est né en Afrique du Nord, et avec les problèmes qu'ils ont avec les Berbères, les révoltes, etc., l'impôt, et ils s'affaiblissent. Et puis, il y a Justinien qui veut restaurer la puissance de l'Empire romain, et donc qui envoie son général pour... Bélicère. Voilà. Et est-ce que cette défaite des Vandales aboutit à une sorte d'expulsion ou de hijra? Est-ce qu'ils retournent en Hongrie ou bien ils se diluent dans l'Afrique du Nord, ces Vandales? Il doit y avoir les deux mouvements. Ouais. Une élite qui s'en va et ceux qui ont des choses. Ah voilà. Ceux qui ont des enfants. Qui peuvent payer le bateau. Absolument. C'est toujours comme ça. Hein. Donc il y a encore un peu de Vandales. Absolument, il y a du sang germanique certainement en Afrique du Nord. D'accord. Alors quelle est la proportion, ça c'est autre chose. Est-ce qu'on a alors à part bien sûr les traces génétiques qui sont inévitables quand les populations se croisent et se mélangent, est-ce qu'il y a des héritages de ce passage vandale? Est-ce qu'on a des constructions, des pièces de monnaie, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut retrouver de cette période-là? Parce qu'en fait on la connaît très peu. Hein. Oui, parce que très vite le royaume romain a repris le dessus, il a reconquis, généralement quand
on conquiert un territoire, on efface. Absolument, on fait table rase et donc s'il y a des vestiges, ils doivent se trouver sous terre et c'est des fouilles et c'est pas toujours évident de les retrouver lorsqu'on les cherche pas. Vous fouillez, vous trouvez des choses, vous voyez est-ce que ça a un rapport avec les Phéniciens ou un rapport avec ce que vous avez en tête, pas avec ce que vous n'avez pas en tête. Moi, ce que je retiens de cette histoire aussi, enfin parmi les choses très intéressantes, c'est que quand on regarde la géographie actuelle avec les yeux actuels, on a vraiment l'impression d'avoir deux mondes là, qui se font face, un monde au nord de la Méditerranée, un monde au sud de la Méditerranée, avec des religions différentes aujourd'hui, des religions différentes, cultures différentes, langues différentes, et même une frontière assez dure qui est cette Méditerranée qui coupe l'espace Schengen de deux côtés. Et en fait, quand on s'intéresse à cette période qu'on est en train de décrire, et ça va aller plus loin, parce qu'après les Omeyyades vont arriver, ensuite il va y avoir la montée des troupes de Talib ibn Ziyad, etc., contre Roderick qui est un Wisigoth, etc. On a au contraire l'impression qu'à la période qu'on est en train de décrire, les choses étaient beaucoup plus mélangées, et les mouvements, y compris des populations, et des idées, et des religions, correspondaient pas à cette vision qu'on a aujourd'hui bicéphale hermétique, quoi. L'occupation vandale, c'est le retour à l'arianisme avant la victoire du catholicisme trinitaire. Et ça va rester, ça va créer des divisions au sein même du royaume wisigoth. Des arianistes? Oui, les arianistes qui... le cousin de Roderick était arianiste. Roderick qui a fait la guerre à... Et le gouverneur berbère de le fameux Julien voilà, d'Ormara était un arianiste. C'est lui qui a prêté les barques à Tariq ibn Ziyad. Et donc cet arianisme, c'était important en fait. Hein. Absolument. Lui aussi, il est passé à l'as. On ne connaît pas ce mot, en fait. C'est l'arianisme qui refuse le caractère divin et égal de Jésus-Christ à Dieu et qui est presque monophysite. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le monothéisme. C'est une idée très forte. C'est une idée qu'on trouve dans le judaïsme et c'est une idée qui va être reconduite par l'islam. Et d'ailleurs, c'est une idée dont tu nous disais dans un autre podcast qui a été tellement populaire qu'elle a favorisé peut-être le passage à l'islam, qui est proche de... Absolument, voilà. Absolument. D'abord, les Juifs se sentent très proches de l'arianisme, parce que c'est ça qu'ils prêchent, un monothéisme strict. C'est Allahu Ahad, en fait. Absolument. Qul huwa Allahu Ahad, c'est ça l'Arius, c'est ça le judaïsme, c'est ça l'islam. Et donc l'arianisme, quand il a été battu pour des circonstances historiques, c'est certainement qu'il avait des arguments très forts. Mais la Trinité avait ses arguments à elle aussi. Et la Trinité, c'était le fait aussi de l'Afrique du Nord. C'était Tertullien, c'était Saint-Augustin, les grands prêtres d'Afrique du Nord. C'était eux qui ont fait la promotion du catholicisme trinitaire contre une doctrine tenue par un autre berbère, Arius. C'était un conflit pratiquement de l'Afrique du Nord. Hein. C'était le catholicisme contre l'arianisme. Et cela a causé la perte des Wisigoths de la péninsule ibérique, parce qu'il y a Tariq ibn Ziyad qui s'amène, soutenu par le gouverneur de Sbta. 150 ans plus tard, voilà. À peu près. Ouais. Oui. Et puis les Germaniques sont restés attachés à l'arianisme jusqu'à très, très longtemps après la défaite d'Arius en 325, parce qu'ils étaient arianistes. Et il serait intéressant de chercher les liens entre l'arianisme et la réforme protestante au XVIe siècle, portée par les Germaniques, encore une fois, contre Rome. C'est-à-dire, on parle de Luther, c'est ça, oui, absolument. Ouais. Il serait intéressant de voir, c'est cette opposition à la capitale au centre. Vous proposez ça comme une sorte de résurgence d'un vieil antagonisme. Absolument. D'accord. Et puis, en Afrique du Nord, le kharidjisme procède de cela également, face aux Omeyyades. Je vous invite à écouter un podcast réalisé avec le professeur Oulhaj, qui s'appelle Les Penseurs pré-islamiques, où on parle d'Arius, on parle de Saint-Augustin, de néoplatonisme, on parle de tous ces courants-là. Et puis je vous remercie beaucoup
puisqu'on a appris beaucoup de choses sur l'époque vandale. Vous avez découvert des personnages comme Antalas, Bélisaire, Athanase, Genseric, le grand roi vandale, sur une période complètement obscure. Et surtout, vous avez appris pourquoi les vandales sont censés être des vandales. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.